Cet épisode est sponsorisé par MrEV.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEV.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEV.com vous répondent par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mr-ev.com. Bonjour et bienvenue dans Automobile Propre, le podcast zéro émission qui s'écoute le temps d'une recharge. Le monde de la voiture électrique est en pleine révolution, nous vous le racontons. Automobile Propre est un podcast bimensuel co-animé par Johan Nussbaumer, fondateur et CEO d'Automobile Propre et de ChargeMap. Bonjour Johan. Bonjour Eric, bonjour à tous. Michael Torregrossa, rédacteur en chef d'Automobile Propre. Salut Mika. Salut Eric. Et moi-même, Éric Dupin, éditorialiste sur Automobile Propre. Ce programme est diffusé le premier et le troisième jeudi du mois. Il est disponible sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner via iTunes, Spotify, Google Podcast ou tout autre service. Et surtout, n'oubliez pas de le noter sur ces plateformes, car c'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. Au sommaire de ce podcast, alors, comme d'habitude, les news, la revue de l'actualité essentielle de la quinzaine, le focus, un petit débat sur une actualité marquante de la quinzaine et des jours qui viennent de s'écouler, et puis une question d'ordre technique. On démarre tout de suite avec cette information qui est sortie il y a quelques jours. C'est la première voiture électrique de Xiaomi, et qui sortira en 2024. Alors, Xiaomi, on connaît, c'est un consortium, un trust chinois présent dans de nombreuses activités autour de la technologie et des appareils et des équipements domestiques, électrodomestiques et numériques. Alors, si vous êtes un peu geek, vous connaissez probablement les téléphones Xiaomi qui sont déjà présents et qui inondent le marché européen depuis quelques années. On connaît aussi Xiaomi à travers notamment ses trottinettes électriques, les Mi 365 et leurs diverses déclinaisons. Et puis Xiaomi est présent aussi dans l'électroménager avec les aspirateurs robots, les purificateurs d'air et toute une myriade de produits destinés à nous rendre la vie plus agréable. Alors Xiaomi donc a annoncé, on le savait, mais en tout cas on le supposait, mais cette fois-ci c'est officiel qu'il sortirait une voiture électrique, en l'occurrence en 2024. Alors c'est effectivement, Xiaomi est un géant en Chine, c'est plus de 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, toutes activités confondues. Et puis, bien Xiaomi nous a habitués à quelque chose qu'on n'avait pas forcément toujours l'habitude de connaître avec les produits chinois. C'est une certaine qualité et même des produits qu'on pourrait presque qualifier parfois de premium, avec un design qui est assez travaillé, de l'assemblage et une qualité de finition qui sont souvent au rendez-vous. Johan, quel est ton ressenti sur cette annonce et est-ce que tu penses que c'est de nature à vraiment faire bouger les choses dans le marché de la voiture électrique ? Ouais, déjà c'est très ambitieux de la part de Xiaomi de vouloir commercialiser cette voiture en 2024. Ça veut dire qu'ils ont démarré bien avant. Et en plus, ils ont une vraie feuille de route. C'est-à-dire qu'ils ont annoncé cette voiture il y a quelques mois. Maintenant, ils nous disent qu'elle sera commercialisée au premier semestre 2024. Mais aussi que 3 autres modèles seront lancés sur les 3 années suivantes. Donc, ça nous emmène jusqu'en 2027. Donc, concrètement, ils ont vraiment décidé d'y aller à fond. Donc, ça, c'est une première chose. Et on peut pas s'empêcher, quand on parle de Xiaomi, de penser à Apple. Et de faire la comparaison avec cette fameuse Apple Car dont on sait toujours pas si elle sera existante ou pas. Donc en tout cas, du côté du constructeur chinois de smartphones, ils y vont à fond avec 8,5 milliards de dollars d'investissement en 10 ans. Donc un vrai budget et un objectif de vente de 900 000 véhicules en 3 ans. Donc voilà, c'est vraiment énorme. Alors bien sûr, ils peuvent compter sur la taille du marché chinois, ça c'est une première chose. Ils ont aussi le savoir-faire sur la fabrication, ça c'est un deuxième point important. Et puis ils ont aussi le savoir-faire technologique, notamment au niveau de la tech, du digital. Et donc ce sera intéressant à suivre. Pour l'instant, on connaît pas grand-chose sur cette voiture, on n'a pas vu sa ligne, on sait pas vraiment à quoi elle va ressembler. Je pense que dans les mois qui viennent, ils vont continuer leur plan de communication. Mais voilà, ça reste un timing serré, de 2024, c'est demain. Donc il va falloir qu'ils mettent les bouchées doubles. Et encore une fois, ça confirme qu'il faudra compter sur la Chine pour les véhicules électriques. On ne sait pas encore aussi d'ailleurs si la voiture sera disponible en Europe ou pas.
Mika, qu'est-ce que ça t'inspire? Effectivement, Xiaomi en Chine, ils ont une carte à jouer. C'est un groupe qui est reconnu, qui est très axé sur la tech. On sait que les consommateurs chinois, ils sont très friands de tech. En Chine, c'est quand même un critère d'achat pour l'automobile. Donc ils ont une légitimité à y aller. Maintenant, la question c'est avec comment est-ce qu'ils vont faire, parce que bon, on construit des startups, on construit des trottinettes, on construit des téléphones, construire des voitures, c'est encore un autre enjeu. Donc là, c'est un petit peu la question de est-ce qu'ils vont utiliser des plateformes qui existent, s'associer avec d'autres partenaires du monde automobile, ou est-ce qu'ils vont vraiment tout développer tout seuls. Ça, c'est ce qu'on saura dans les mois à venir. Mais en tout cas, effectivement, c'est intéressant. Mais attendons avant de nous réjouir, parce qu'il y en a d'autres qui ont fait machine arrière, et je pense notamment à Dyson qui avait annoncé un grand projet sur la voiture électrique et qui a finalement abandonné l'idée. Alors c'est vrai on compare effectivement avec Dyson. Je pense qu'effectivement la comparaison fait sens dans la mesure où c'était aussi Dyson un groupe industriel multi-activité et qu'il a finalement renoncé, mais peut-être qu'il n'y avait pas la surface et les épaules aussi larges que Xiaomi, qui est vraiment un truc énorme. Donc ça on verra. La comparaison avec Apple, effectivement, elle est intéressante aussi. La différence près qu'Apple n'a finalement jamais vraiment fait d'annonce sur la voiture électrique. On a simplement des oui-dire et des qu'en dira-t-on comme ça, et puis qui sont souvent qui partent souvent de suppositions, même de médias, de journalistes comme nous. On a aussi notre part dans cette spéculation. Mais en fait, finalement, il n'y a jamais eu d'annonce faite, alors que là, l'annonce est officielle, c'est 2024, et j'ai un peu tendance à croire que Xiaomi va y aller. La comparaison aussi, elle est effectivement sur la partie technologique, c'est-à-dire que Xiaomi, un peu à l'image d'Apple, est une société spécialisée dans les technologies numériques et les technologies digitales. Et qu'elle va s'orienter sur l'automobile, ce qui est très intéressant aussi parce que ça a tendance à confirmer le fait qu'aujourd'hui les voitures sont des objets éminemment technologiques et que toute la partie qui caractérisait auparavant une voiture, c'est-à-dire sur laquelle on fondait vraiment nos opinions, c'est-à-dire la partie châssis, la partie performance, tout ça maintenant passe un petit peu au second plan et on a plutôt tendance aujourd'hui à voir la voiture, et là c'est Tesla qui a un peu ouvert le bal, comme des objets technologiques ou comme des ordinateurs avec des roues. Alors ce qui nous amène au deuxième sujet, la Citroën Ami. Alors la Citroën Ami, c'est la petite voiture électrique de Citroën, qui est un modèle complètement original tant dans sa fabrication, dans sa conception, que dans son mode de commercialisation, puisqu'en gros on peut acheter une Citroën Ami en faisant ses courses à la Fnac. La Citroën Ami a fait l'objet récemment de la part de nos confrères de CarWow, qui est un média britannique qui compare très régulièrement des voitures très puissantes et leurs performances et leurs accélérations en ligne droite notamment. Là, ils ont fait un truc un peu original. Ils ont comparé la capacité d'accélération d'une Citroën Ami avec une trottinette électrique et un vélo électrique. Alors voilà, ils se sont mis sur une piste de dragster comme ils font d'habitude, et puis ils ont aligné les trois engins et ils ont fait un départ arrêté. Alors vu comme ça, c'est rigolo, c'est anecdotique et ça n'a pas beaucoup de sens, mais en fait, au-delà du côté un petit peu amusant de l'exercice, c'est intéressant. Je pense qu'il y a quand même des conclusions, ou en tout cas des réflexions à en tirer, dans la mesure où on comprend bien que là on a affaire à trois modes de déplacement entre guillemets doux, en tout cas très lié à l'électromobilité urbaine, et on s'aperçoit finalement que il est peut-être plus pertinent de comparer une Citroën Ami à une trottinette électrique ou à un speedbike que à une autre voiture électrique. Alors on a vu un peu les commentaires sur l'article d'Automobile Propre. C'est vrai que ça suscite un petit peu des sourires et voire quelques moqueries, mais cet exercice n'est à mon avis pas aussi anodin que cela, et peut-être assez symbolique de ce que seront les déplacements urbains dans les prochaines années. Qu'est-ce que tu en penses, Mika? Effectivement, la Citroën Ami, elle est super pertinente en ville, et même et ça pose la question en fait de la place même de l'automobile. Alors pour tout te dire, j'ai fait une interview il y a pas très longtemps avec une utilisatrice de Citroën Ami qui avait à l'époque deux voitures. Elle avait une Peugeot 208 électrique et cette Citroën Ami, et finalement elle a abandonné la 208 parce qu'elle trouvait que la Citroën Ami correspondait mieux à son usage du quotidien. Donc au final, on est vraiment dans ce cas-là où pour circuler en ville, à quoi ça sert d'avoir une voiture lourde, enfin qui coûte cher? Pourquoi ne pas prendre ces petits quadricycles là, ou un vélo électrique, ou un trottinette, ou un vélo cargo qui est peut-être plus polyvalent et plus intéressant en ville? Parce qu'on rappelle en plus que là on a fait un 400 mètres départ arrêté, mais si on fait un trajet urbain avec les feux, les problèmes de congestion,
le vélo électrique, il arrive largement devant la voiture. Johan, tu peux peut-être rappeler à nos auditeurs en quoi consiste le concept de la Citroën Ami et sa dénomination en fait, de quadricycle à moteur, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, c'est pas un véhicule léger comme on le connaît avec les véhicules classiques. C'est vraiment un quadricycle lourd. Donc ça veut dire que c'est une catégorie en dessous d'un véhicule tel qu'on connaît. Et du coup, l'avantage c'est que ça peut être conduit depuis l'âge de 14 ans, si je dis pas de bêtises. Il y a une puissance limitée. Pardon? Sans permis. Ouais, sans permis, effectivement. Il faut avoir 14 ans et sans permis. Donc, effectivement, c'est des super véhicules qui s'adressent aussi à une tranche de la population un peu différente que ce qu'on a l'habitude de voir. Et surtout, c'est des véhicules finalement légers, compacts. Ça fait un peu penser au Twizy qui était le précurseur sur ce type de gabarit et qui l'a popularisé. Sauf que là, en fait, on a un véhicule qui est fermé et qui est du coup plus agréable et plus plus sympa pour circuler quand le temps est pas terrible. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire qu'avec ce type de véhicule, on a à la fois les avantages du vélo et les avantages de la voiture, c'est-à-dire les avantages du vélo dans le côté agile et vertueux, pendant que mon chat passe devant le micro, et puis le côté on est protégé quand même dans la voiture et dans une voiture qui finalement a un encombrement très très réduit. Alors moi, j'irais pas jusqu'à dire qu'on a les avantages du vélo avec une Citroën Ami. Globalement, le vélo, il peut se faufiler partout. Une Ami, c'est moins le cas. Elle va quand même devoir rester sur des voies dédiées au véhicule. Elle a une certaine largeur, donc on n'a pas forcément les avantages du vélo. Par contre, il y a des avantages par rapport au vélo, et c'est justement le fait de pouvoir être habillé comme on le souhaite, pas forcément devoir gérer des habits de pluie quand on circule. Donc je dirais que ça, c'est l'avantage. Peut-être aussi l'avantage pour transporter des petites marchandises, plus simple que sur un vélo qui n'est pas un vélo cargo. Donc voilà, faut vraiment en fait peser le pour ou le contre, voir en fait les usages qu'on a du véhicule pour après faire le bon choix. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est des petits véhicules vraiment malins et j'espère qu'ils vont gagner en popularité auprès du grand public. Alors ça nous amène au sujet suivant directement, puisqu'il est encore question de mobilité urbaine, mais d'une façon un petit peu différente et inédite cette fois. Et là on prend un peu de hauteur, puisqu'il s'agit d'Airbus, qui a annoncé il y a quelques jours un petit engin électrique volant, un petit avion qui se nomme City Airbus Next Gen et qui entend s'attaquer à un marché en plein essor, c'est celui du taxi volant ou du drone taxi, on ne sait plus trop, qui en fait a pour vocation des déplacements urbains d'un point A à un point B, évidemment en évitant les encombrements puisqu'on est en l'air et avec la possibilité de se poser et de décoller en mode vertical, donc très peu d'emprise au sol pour la partie aéroportuaire. Et donc Airbus n'en est pas à son premier coup d'essai, puisque un premier ou même deux premiers prototypes avaient déjà été présentés les années précédentes. Celui-ci paraît un petit peu plus abouti et il a pour ambition d'accomplir ses premiers vols d'essai en 2023. Alors c'est un petit avion électrique aux ailes fixes et à la queue en V, donc c'est entre l'avion et le drone, mais c'est quand même un véhicule à décollage vertical avec 8 moteurs électriques. Donc, est-ce que, à votre avis, et je vous pose les questions à tous les deux, est-ce qu'on est prêt dès aujourd'hui à se déplacer et à aller, je dirais pas acheter son pain, mais en tout cas entre deux rendez-vous professionnels avec ce type d'engin volant au-dessus de nos villes? Il y a une question d'usage qui se pose effectivement, donc je pense pas qu'on va l'utiliser pour aller acheter son pain, mais je pense que ça va être utilisé dans certaines grandes villes pour transporter un petit peu des VIP d'un bâtiment à un autre. Donc voilà, mais ce sera réservé à certains cas d'usage seulement. Alors ce eVTOL, cet engin électrique d'Airbus, il annonce 80 km d'autonomie à 120 km/h, donc ça reste quand même quelque chose qui est très dédié à l'urbain. Par contre, se pose quand même tout ce qui est question de la réglementation. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire voler ces engins-là au-dessus de la ville? Alors, je suis pas sûr. Il faut savoir qu'un petit drone à Paris, c'est interdit de le faire voler. Donc, un grand drone, je pense que c'est encore pire. Donc, il y a une question de réglementation, d'infrastructure et effectivement après d'usage et de clientèle pour ce genre d'application.
Effectivement, on se pose le tarif d'une course avec un tel véhicule. Est-ce que finalement c'est quelque chose qui est à la portée de tout le monde ou qui est vraiment de l'ultra-luxe? Ça, c'est une première question. On parlait de l'autonomie. Alors effectivement, on peut imaginer faire 80 km, mais peut-être que l'usage sera plus des déplacements de 5-10 km. Et je pense que là, le décollage va consommer énormément d'énergie. Donc combien de trajets de 5 à 10 km on peut envisager de faire? 2, 3? Voilà, ça, je pense que c'est des questions qui doivent être encore creusées. Et après, il faudra voir effectivement si le législateur est suffisamment agile pour aboutir à une réglementation assez vite pour permettre à ces véhicules d'exister sur le marché. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand j'étais enfant, on me parlait des voitures électriques pour l'an 2000. On les a pas eues, mais peut-être qu'on aura les voitures électriques drones en 2030. Alors effectivement, on est aussi, l'avantage de ce genre de projet est de nous faire un peu nous poser la question de nos déplacements, de nos modes de déplacement. C'est aussi effectivement un petit peu de la prospective. Personnellement, j'y crois. Alors comme tu disais, Johan, c'est pareil. Moi, depuis que je suis petit, on parlait beaucoup de la voiture électrique, mais de la voiture volante. Et on a vu plein de projets dans ce sens-là, même déjà depuis les années 70-80. Je crois me souvenir que Michael Jackson avait même investi ou acheté ou précommandé une voiture volante qui n'a jamais vu le jour. Après, sur la question de la législation, c'est effectivement, ça pose aussi des questions qui sont un petit peu des paradoxes aujourd'hui. C'est-à-dire que d'un côté, on peut survoler une agglomération avec certains engins. Moi, je vois régulièrement des hélicoptères ou des longs courriers passer au-dessus de mon jardin, en plein centre-ville. Donc j'imagine que c'est autorisé et paradoxalement, un petit drone de 250 grammes n'a pas le droit de suivre les mêmes trajectoires. Donc je pense que, comme vous le disiez, le législateur devra se mettre à jour. Je ne vois pas de raison objective qu'on puisse interdire ce genre d'engin au vu de ce qu'on voit aujourd'hui survoler les agglomérations, même si c'est pour des cas particuliers. Et puis c'est des engins qui peut-être sont plus sûrs même qu'un hélicoptère, puisqu'un hélicoptère, généralement, même si mes connaissances sont relativement limitées dans ce domaine, mais a priori un hélicoptère c'est un moteur et 2 roteurs éventuellement, alors que ces engins-là, notamment les drones taxis, sont des engins qui auront jusqu'à 6 moteurs, 6 hélices, avec des systèmes de redondance beaucoup plus sécurisés, des systèmes de ségrégation de la partie mécanique qui vont permettre de continuer à voler normalement même si un moteur tombe en panne, etc., etc. Donc je suis assez confiant sur la réglementation. Après, on peut peut-être se poser derrière des problèmes qui seront peut-être plus d'ordre politique ou environnementaux. On sait qu'aujourd'hui, tous les modes de déplacement un petit peu individuels n'ont pas forcément la cote. Donc est-ce que ça va se développer? C'est la question. On verra. Il faudra suivre cette actualité passionnante dans les prochains mois et les prochaines années, parce que ça se bouscule un peu au portillon, hein. Airbus n'est pas le seul à avoir ce type de projet. Un autre sujet alors on revient sur le plancher des vaches, on revient sur Terre avec le Safety Score de Tesla. Alors qu'est-ce que c'est le Safety Score de Tesla? C'est un système, un dispositif qui utilise la partie capteur et la partie analyse intelligente de la conduite de la voiture pour vous proposer un score de conduite et vous dire, en gros, je schématise beaucoup, si vous êtes un bon ou un mauvais conducteur. Alors c'est un système qui devrait faire son apparition au fil des mises à jour sur les prochaines mises à jour des Tesla, et qui permettra donc de savoir et de s'auto-juger un petit peu pour savoir quel est son score, quel est son safety score, son score de sécurité, et comment on s'inscrit par rapport à ce score, à cette norme, avec toutes les questions évidemment que ça peut poser. Alors comme ça paraît intéressant, ça pose quand même des questions, toujours les mêmes, un petit peu des questions de confidentialité probablement, et puis aussi des questions par rapport à qu'est-ce que pourront en faire par exemple les assurances. Alors je sais pas, Johan, par exemple, à ton avis, ce safety score de Tesla, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise nouvelle? Comme toute nouvelle technologie, il peut y avoir un bon usage et un mauvais usage. Juste pour rappeler en fait les 5 critères que prend Tesla dans le calcul de ce score. D'abord, on a les avertisseurs de collision, les avertissements plutôt, les freinages brutaux, les virages agressifs, le non-respect des distances de sécurité et le désengagement forcé du pilote automatique.
Donc, quand on a dit ça, en fait, on se dit que c'est plutôt une bonne chose, puisque ça va sensibiliser les conducteurs à améliorer leur style de conduite. Donc ça, c'est vraiment un point positif. Ça peut avoir aussi des incidences, du coup, sur le taux d'accident. Donc, vraiment positif sur ce coup-là. Après, effectivement, on peut regretter que ça peut être un peu intrusif. Personnellement, j'ai une Tesla. Est-ce que je donne à Tesla l'autorisation d'aller me scorer? C'est toute une question qu'on peut se poser. Ceci dit, je pense que Tesla va quand même faire un usage qui est raisonné et utile. On peut imaginer, par exemple, récompenser les bons conducteurs avec de l'activation de fonctionnalités supplémentaires. C'est d'ailleurs ce qu'il est en train de faire avec l'activation du FSD en bêta test pour les meilleurs scores. Donc ça, c'est une bonne chose. On peut se dire aussi que peut-être demain, ça viendra alimenter le projet d'assurance Tesla, puisqu'on sait que Elon Musk avait parlé d'aller vers de l'assurance pour les Tesla, notamment la problématique d'assurance quand on est en mode autopilote. Donc vraiment, la conduite autonome, c'est quelque chose de très spécifique à assurer. Donc demain, si Tesla a ce point-là en plus dans sa besace pour vraiment faire une assurance dédiée aux véhicules électriques autonomes, ça peut être intéressant. Et puis dernier point, on peut imaginer aussi que demain Tesla se serve de ce score pour dire là il y a eu un accident avec l'autopilote engagé, mais le score du conducteur était très mauvais, c'était quelqu'un qui conduisait pas bien. Donc aussi une certaine forme de désengagement de la responsabilité de Tesla sur l'autopilote. Donc voilà, ça pose beaucoup de questions. Et pour les geeks qui sont parmi nous, sachez que vous pouvez retrouver la formule de calcul de ce score dans l'aide en ligne de Tesla. C'est assez intéressant pour ceux qui aiment le code et les maths. Voilà, en tout cas, c'est un projet qui est à suivre. Mika, ça te rassure ou ça t'inquiète, ce projet? Non, moi ça me passionne et ça me rappelle en fait, moi à l'époque j'avais une autre voiture, on avait un score d'égo-conduite en fait quand on coupait le contact à la fin, et là pareil, sur la liste il y avait des petits arbres. Moi j'avais une Honda Insight, pareil, il y avait un système de scoring entre 0 et 5, et finalement Tesla l'adapte sur son safety score. Donc c'est super, enfin moi je trouve ça super intéressant, d'autant qu'en plus l'utilisateur pourra directement suivre sur l'application le score pour chaque item, donc il pourra savoir ce sur quoi il doit s'améliorer. Donc ça c'est intéressant. Après, sur la data, alors c'est vrai qu'elle va forcément être utilisée, et j'ai envie de dire si vous voulez pas que votre data soit utilisée, il faut peut-être pas acheter de Tesla, parce qu'ils le font pour tout, notamment sur l'autopilote, ils récupèrent beaucoup de choses. Et la question c'est, est-ce que finalement on sera obligé de transmettre ces données avec le safety score, ou est-ce qu'on pourra choisir de dire non, je ne veux pas que ces données soient utilisées par Tesla? Une grande question, et aussi en Europe, savoir, il y aura la réglementation qui devra encore s'adapter, parce que nous on a les RGPD qui forcément vont se mettre dans la boucle, et peut-être freiner l'exploitation des données. Mais en tout cas, oui, c'est intéressant. Après, c'est du bêta, donc je pense que c'est pas encore parfait, mais ça devrait s'améliorer au fil de l'eau, et ça devrait bientôt arriver en Europe, parce que là, pour l'instant, il n'est disponible qu'aux États-Unis. Alors, de toute façon, il faut quand même savoir que ce type d'évaluation, sans qu'on le sache vraiment, il existe déjà en fait, puisque Tesla a toutes les datas sur tous ses conducteurs, et qu'il se prive pas, quand il y a un problème avec une Tesla ou un accident, de communiquer sans évidemment dévoiler de choses qui relèvent de l'intimité et de la privacy, mais ils se gênent pas pour dire voilà, dans tel accident, une Tesla a été impliquée, nos données indiquent que la Tesla n'est pas responsable. Donc ils ont tout. Simplement, la seule différence, c'est que là, ils vont nous donner accès à ces datas de façon un peu vulgarisée, pour nous proposer un petit tableau de bord de notre propre conduite. Donc ça, c'est quand même super intéressant, et effectivement, comme vous le disiez, ça peut ouvrir ou réouvrir la voie à une espèce de gamification, de ludification de la conduite, qui va inciter, en fonction du score qu'on sait obtenir, à avoir une conduite de plus en plus vertueuse. Alors justement, toujours dans le domaine de l'électrique, on sait que les Tesla sont équipés des batteries qui sont parmi les plus efficientes. Et alors justement, ça pose une question, et c'est la question de la semaine, qui est une question technique, même sans trop rentrer dans le détail technique, Johan. On parle beaucoup de batterie 800 volts.
Alors les batteries 800 volts, aujourd'hui, elles équipent assez peu de modèles. On a la première voiture équipée d'une batterie 800 volts qui est arrivée sur le marché il y a 2 ans, c'était la Porsche Taycan. On a aussi le Hyundai Ioniq, et puis Ioniq 5. Et c'est à peu près tout pour le moment, mais on dit que ça serait l'avenir de la voiture électrique. Et en quoi ça consiste, Johan, et pourquoi c'est l'avenir de la voiture électrique? Alors, en fait, les batteries 800 volts, c'est en fait le double de ce qu'on a habituellement dans une voiture électrique. Donc, on est habitué, en fait, la plupart des modèles aujourd'hui sur le marché ont des batteries 400 volts. Là, on est sur des batteries 800 volts qui vont permettre notamment de la recharge à plus haute puissance. En fait, c'est les batteries qu'on peut recharger quasiment de manière la plus puissante. Donc, on a une Porsche Taycan qui peut monter jusqu'à 270 kilowatts de puissance, donc c'est énorme. Et en fait, pour passer cette puissance à un véhicule, il faut finalement des gros câbles. Et le fait de passer en du 800 volts, donc d'augmenter les voltages, ça permet de réduire en fait la taille des câbles. On peut passer plus d'énergie dans des câbles plus fins. Et donc ça, c'est un point qui est intéressant. C'est notamment pour cette raison que RTE transporte de l'électricité à 400 000 volts sur des lignes haute tension. Du coup, ils augmentent vraiment le voltage pour passer toute cette puissance. Et donc, les batteries 800 volts permettent de recharger plus vite pour peu que la borne soit compatible. Donc, il faut vraiment du matériel dédié aux 800 volts. Donc, on sait qu'Ionity équipé de ces bornes de recharge capables de charger des batteries 800 volts. D'autres matériels arrivent chez les différents constructeurs. Mais voilà, ça veut dire que globalement, c'est des matériaux, enfin c'est du matériel qui va coûter plus cher. Il faut plus d'énergie aussi, donc ça va vraiment être limité à des lieux de passage où il y a beaucoup de trafic. On pense notamment aux aires d'autoroute où là la charge en 800 volts elle fait sens. Je suis pas certain que sur un parking de supermarché ce soit aussi utile d'avoir de la charge en 800 volts. En tout cas, voilà, c'est clairement une technologie qui aujourd'hui commence à séduire différents acteurs du marché. On a la Ioniq 5, on a la Kia EV6 qui sont équipés de batteries 800 volts. Et je pense qu'on aura d'autres modèles dans les années qui viennent qui seront compatibles. Donc voilà, c'est une technologie en émergence. Reste à voir maintenant dans quelle mesure elle va se démocratiser. Mika, un mot à ajouter avant de conclure sur les batteries 800 volts? Je rejoins un petit peu Johan là sur la pertinence du déploiement. On va pas en mettre partout, il faut en mettre sur des lieux de passage comme les aires d'autoroute. Là, c'est intéressant. Et pour vous donner quelques chiffres pour compléter, aujourd'hui une recharge à 0 à 80% sur du 400 volts, on va dire, c'est environ 30 minutes. Et là, donc toujours pareil, 0 à 80% sur 800 volts, on passe à moins de 20 minutes. Donc finalement, on se rapproche du temps d'un plein de carburant classique et c'est un petit peu l'objectif. Après, est-ce que toutes les voitures seront en 800 volts à terme? Je ne suis pas sûr parce que celles qui ont des petites batteries n'auront peut-être pas forcément d'utilité à avoir cette techno-là. En tout cas, pour des voitures qui ont plus de 70 kWh de batterie embarquée, effectivement, c'est ce vers quoi on tend. Mais aujourd'hui, il y en a pas encore beaucoup. Ouais, je disais pour compléter sur la charge. Après, il y a toujours des standards qui se développent et on a même un standard qui est en train de se préparer sur des véhicules lourds. Ils évoquent près de 4 mégawatts de puissance pour recharger des véhicules comme des bateaux, comme des poids lourds, etc. Donc ça évolue toujours, il y a quand même toujours un enjeu sur la recharge. Mais là, sur la voiture particulière 800 volts, on commence à arriver vers quelque chose qui est maintenant mature pour un usage au quotidien. Ouais, moi, ce que ça m'inspire, c'est qu'il y a certainement des applications, justement, comme ce que disait Mika, dans le domaine professionnel. On sait que les professionnels, globalement, le coût d'une recharge, parce que ça pose aussi cette question, combien va coûter la recharge à pleine puissance sur du 800 volts avec du matériel beaucoup plus cher et beaucoup plus d'appels de puissance. Mais peut-être que un des axes à développer, c'est vraiment les professionnels. Je pense aux flottes de taxis, par exemple, qui, eux, vont avoir besoin de recharger super vite parce que le client, il n'a pas forcément envie d'attendre ou qui veulent maximiser le nombre de courses qu'ils peuvent faire dans la journée. Pareil, les livreurs, demain, faire un plein en 20 minutes, c'est parfait pour eux. Donc voilà, pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas d'utilitaire électrique qui embarque du 800 volts, mais c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait voir venir dans les années qui viennent.
Alors la promesse du 800 volts par exemple, juste pour finir, et deux chiffres. La promesse du 800 volts sur chez Porsche avec la Taycan, et puis après c'était aussi chez Audi avec l'e-tron GT, c'était une capacité de charge jusqu'à 350 kW. Alors bon, pour l'instant on n'y est pas puisque finalement on est bridé à 270 kW, ce qui est déjà très bien. Et l'autre constat, l'autre petite remarque, c'est que on parle effectivement de la capacité de recharger au-delà de 250 kW avec du 800 volts, mais on rappelle quand même que les dernières versions, les Tesla Model 3 notamment, avec les chargeurs, les superchargeurs Tesla de dernière génération, les V3, rechargent jusqu'à 250 kW, alors qu'elles ont des batteries de 400 volts. Alors la puissance de charge baisse assez rapidement, mais on atteint des puissances en crête de 250 kW pendant quelques minutes, ce qui permet par exemple de recharger jusqu'à 300 km en à peine plus d'un quart d'heure, jusqu'à ce que la puissance de charge baisse de façon assez significative. Voilà, donc effectivement, pareil, à suivre. Est-ce que toutes les voitures dans 5 ans ou 10 ans seront équipées de batteries 800 volts? Est-ce que ça sera un standard? Ou est-ce que ça restera quelque chose qui est encore un petit peu premium et un petit peu assez rare et assez finalement disséminé sur quelques modèles de voitures? On verra bien, l'avenir nous le dira. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur ces plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à dans 15 jours pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast. Salut!